C'était un mardi matin, un de ces matins ordinaires dont on ne retient jamais la date exacte, mais dont on se souvient pourtant avec une précision étrange, parce qu'il marque un avant et un après sans en avoir l'air. Il faisait encore sombre dehors, cette obscurité épaisse des petits matins d'hiver où la nuit résiste à l'idée de disparaître. Je sais que c'était mardi parce que mon café était déjà servi, posé sur la petite table ronde près de la fenêtre, et que la radio était allumée, comme chaque jour depuis des années, diffusant les mêmes informations, les mêmes voix rassurantes qui accompagnaient mes débuts de journée. J'étais assis à ma place habituelle quand le téléphone a sonné. Un son clair, presque trop net dans le silence de l'appartement. Avant même de décrocher, je savais que ce serait elle. Ma fille, celle qui vit à Toulouse avec son mari et les enfants. Je ne sais pas comment je le savais, mais certaines sonneries portent déjà leur réponse en elles. Je les appelle toujours les enfants, même si l'aîné a déjà 27 ans, un âge qui me semble irréel, et qu'il travaille dans je ne sais quelle entreprise d'informatique dont je ne retiens jamais le nom. Pour moi, ils resteront toujours les petits, ceux que je portais sur mes épaules au parc, ceux qui riaient trop fort dans le salon le dimanche après-midi. Claire a parlé longtemps ce matin-là, avec cette voix douce et mesurée qu'elle prend quand elle veut m'amener quelque part sans que je m'en rende vraiment compte, quand elle souhaite me convaincre sans avoir l'air d'insister. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait, que vivre seule à mon âge, dans un appartement au 4e étage sans ascenseur, ce n'était peut-être plus très raisonnable. Elle a évoqué 3 solutions, comme on énumère calmement des options sur une liste. Venir vivre chez eux pendant un temps, prendre une aide à domicile ou envisager une maison de retraite. Elle a prononcé ces derniers mots plus lentement, en les détachant, comme s'ils avaient un poids particulier, comme s'ils risquaient de tomber trop fort si on les laissait filer trop vite. Je suis resté silencieux un instant, le regard perdu vers la fenêtre. Puis je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle m'a répondu qu'elle m'aimait. Je lui ai dit que moi aussi. Et j'ai raccroché. Je me suis alors assis devant la fenêtre. D'ici, on voit le toit de l'immeuble d'en face, un enchevêtrement d'antennes et un morceau de ciel gris typique du mois de novembre. Cela faisait 4 ans et 3 mois que je vivais seul dans cet appartement. 4 ans et 3 mois depuis que Madeleine était partie. Elle est morte ici, dans ces pièces que nous avions habitées pendant si longtemps, dans cette rue de la Croix-Rousse qui nous avait vus arriver jeunes mariés, avec presque rien d'autre que 2 valises et une envie immense de commencer une vie. Tant d'années passées à vivre entre ces murs, à y accumuler des souvenirs, des habitudes, des silences, ça ne s'abandonne pas comme ça. Et pourtant, quelques semaines plus tard, je suis allé à Toulouse. Parce que je suis père avant d'être têtu, même si la frontière entre les deux est parfois mince. Un après-midi, Claire m'a demandé si je voulais les accompagner au centre commercial. Je lui ai répondu que non, que je préférais rester à la maison. Elle a hoché la tête avec ce sourire un peu tendu que prennent les enfants devenus adultes quand ils ne savent pas s'ils font bien ou mal. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui m'a serré la poitrine. Dans cette maison, j'étais un invité permanent. Pas un habitant. Pas quelqu'un qui appartenait réellement à cet espace. Quelqu'un dont on s'occupait. Et la différence entre être accueilli et appartenir est immense. Peut-être que tout le monde ne la ressent pas. Mais moi, je la voyais chaque matin, en buvant mon café seul dans cette cuisine qui n'était pas la mienne. Je suis rentré à Lyon en février. J'ai pris le train depuis Toulouse à 8 heures du matin. Quand le train est entré en gare de Lyon-Part-Dieu et que j'ai vu ces rues grises, ce ciel d'hiver que je connais par cœur, j'ai senti quelque chose dans la poitrine que j'ai du mal à décrire. Du soulagement, oui, mais pas seulement. C'était comme redevenir moi-même. J'ai monté les 4 étages à pied, comme toujours, même si j'ai dû m'arrêter un instant au 3e pour reprendre mon souffle. J'ai ouvert la porte. L'appartement sentait la poussière et le renfermé, mais il sentait aussi quelque chose de familier, quelque chose qui m'appartenait, quelque chose sans nom que j'ai reconnu immédiatement. Je me suis assis sur le canapé. Je n'ai pas allumé la télévision. Je suis resté là longtemps, simplement assis. Mais la vie ne vous laisse jamais tranquille très longtemps. J'ai commencé à oublier de petites choses. Où j'avais posé mes lunettes. Si j'avais pris mes médicaments. Un matin, je suis allé à la boulangerie de la rue, la même où je vais depuis 40 ans.
En arrivant devant la porte, je ne me souvenais plus si j'étais sorti pour acheter du pain ou pour autre chose. Je suis resté immobile quelques secondes, et la jeune femme au comptoir, qui me voit tous les jours, m'a demandé comme d'habitude si c'était un pain au levain et une ficelle. J'ai acquiescé, j'ai payé, et je suis rentré chez moi avec le pain sous le bras. Mais sur le chemin du retour, j'ai repensé à ce moment d'hésitation, et j'ai eu peur. Puis il y a eu la chute. Un mercredi soir, dans la salle de bain, après m'être lavé les dents. Rien de spectaculaire. J'ai glissé légèrement, me suis rattrapé au lavabo et je me suis retrouvé assis par terre, plus effrayé que blessé. Le carrelage était froid. Je suis resté là quelques minutes avant de me relever. J'ai pensé à Madeleine. Si elle avait été là, elle serait entrée en courant, aurait dramatisé la situation, et puis on aurait fini par en rire. Mais il n'y avait personne. Seulement le silence de l'appartement et le bruit lointain de la rue. Le lendemain, j'ai appelé Claire. Pas par envie, mais parce que c'était ce qu'il fallait faire. L'aide à domicile est arrivée quelques semaines plus tard. Elle s'appelait Fatima. Une femme agréable, efficace, discrète. Elle venait 3 fois par semaine, m'aidait pour le ménage, faisait les courses quand je lui demandais, préparait parfois quelque chose à manger. Elle faisait tout correctement. Pourtant, chaque fois que je lui ouvrais la porte, je sentais que mon appartement n'était plus tout à fait le mien. Ce n'était pas de la méfiance. C'était autre chose. Comme si le fait d'avoir besoin d'aide rendait tout officiel. Comme si admettre qu'on ne peut plus tout faire seul était le premier pas vers quelque chose qu'on ne veut pas regarder en face. Il y avait aussi l'argent. Ma retraite n'est pas minuscule. J'ai travaillé 40 ans dans l'imprimerie industrielle, cotisé comme il fallait. Mais avec le loyer, les charges, la mutuelle, les médicaments, cette aide représentait une dépense réelle. J'ai demandé une prise en charge partielle. Des formulaires, des appels, de longues attentes au téléphone, des réponses floues. J'ai fini par obtenir quelque chose, au prix d'une bataille épuisante qui m'a rappelé qu'à partir d'un certain âge, le monde administratif devient hostile. Puis Fatima a arrêté de venir. Des problèmes avec l'agence, m'a-t-on dit. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Une jeune femme qui ne connaissait pas mes habitudes, rangeait les choses ailleurs, parlait beaucoup. Elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas Fatima. Et j'ai compris que ce serait toujours comme ça, que la continuité n'était pas garantie, qu'on dépendait d'une rotation de personnes avec leur propre vie et leurs propres soucis. Claire a insisté pour que je visite une maison de retraite. J'y suis allé parce que je m'étais promis d'être honnête. L'endroit était moderne, avec un grand jardin, des activités, une petite salle de cinéma, de la kinésithérapie. La directrice, jeune et aimable, parlait avec cette gentillesse professionnelle qui ne laisse aucune place au personnel. Tout était propre, organisé, réglé par des horaires précis. Petit déjeuner à 8 heures, déjeuner à midi, dîner à 19 heures. Des détails, sans doute, mais les horaires sont parfois les derniers vestiges de souveraineté qui restent à quelqu'un. Ce qui m'est resté en tête, ce n'était pas la chambre ni le jardin. C'était une salle où plusieurs résidents étaient assis, certains en fauteuil roulant. Une femme aux cheveux blancs, très bien coiffée, regardait par la fenêtre avec une expression difficile à nommer, ni triste ni joyeuse. Une sorte d'absence. Ce soir-là, sur mon canapé, j'ai pleuré quelques minutes. Pas parce que l'endroit était terrible, mais parce que je m'y étais vu. L'histoire avec la voisine n'était pas prévue. Elle s'appelle Inès, elle a 32 ans et vit au 2e étage avec son fils de 4 ans. Un jour, je l'ai aidé sur le palier. Le petit m'a demandé mon prénom. Jean-Pierre, ai-je répondu. Il m'a dit qu'il s'appelait Noé, comme si c'était capital. Inès m'a confié, presque sans y penser, que depuis sa séparation, elle était seule avec lui et que les après-midi étaient parfois compliqués. Je lui ai proposé de l'aider si besoin. 2 jours plus tard, elle a frappé. Juste une demi-heure. No doormate. Je suis resté assis à écouter sa respiration régulière. Quand Inès est revenue, j'ai compris que pendant ce temps-là,
Je n'avais pas pensé à moi. Depuis, je garde Noé 2 après-midi par semaine. On va au marché. Il choisit les pommes les plus grosses. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas combien de temps je pourrai monter ces 4 étages. Mais ce matin, à 7h30, j'ai pris mon café devant la fenêtre, le ciel était bleu, et je me suis senti chez moi. Vieillir, ce n'est pas disparaître. C'est changer. Et tant que je peux encore être utile, même un peu, je veux rester ici.